Merci. Nous allons laisser la parole donc au professeur Jean-Philippe Avaro, qui est actuellement à Sainte-Anne, à Toulon, qui va nous parler du projet d'avenir de la prise en charge des traumatismes et surtout de l'avenir technologique et de l'avenir pédagogique. Jean-Philippe, à toi la parole. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les membres de l'Académie. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Parce que moi, je ne vois pas. Vous pouvez remettre votre diaporama au début, s'il vous plaît. Ouais, je n'ai pas de retour. Vous n'avez pas de retour? Ça y est, j'ai un retour. Ça arrive. Excusez-moi. Bien, pour conclure cette séance, je vais tenter de faire écho à l'ensemble des présentations que nous avons eues pour évoquer une réflexion au niveau militaire, une réflexion de la chaire de chirurgie sur la prise en charge des traumatismes hémorragiques de guerre, dont par essence les traumatismes du bassin que nous avons évoqués cet après-midi sont un excellent modèle. Alors, après une brève introduction, je ferai un point sur la formation actuelle des chirurgiens qui sont déployés en opération extérieure, un point sur les évolutions médicales et les tendances du moment en traumatologie hémorragique civile ou militaire, un point également sur les scénarios de conflits qu'ont les armées pour les 10 ans qui viennent et qui doivent intégrer notre réflexion. Et à partir de tout cela, imaginez quelles compétences chirurgicales doivent venir amplifier le bagage des chirurgiens que nous projetons. Monsieur le Président, vous avez regretté en propos inaugural de ne pas pouvoir utiliser aujourd'hui l'amphi rouvillois de l'école du Val-de-Grâce. À défaut d'être présent là-bas, nous pouvons citer le médecin-major rouvillois qui était un chirurgien de la Première Guerre mondiale et qui, comme d'autres avant lui, avait rapidement intuité que dans les conflits de guerre, avoir le matériel adéquat et le chirurgien compétent au plus près du blessé était probablement la meilleure chose à faire pour garantir le pronostic. À cette époque ont été développées les premières structures réellement mobiles et innovantes de soutien chirurgical aux armées. Il s'agissait des autochires que vous voyez ici. C'était un véhicule central dont le moteur tournait, ce qui permettait d'assurer l'énergie pour la stérilisation dans le camion, tandis que 2 tentes se déployaient de part et d'autre pour assurer d'un côté les soins opératoires et de l'autre les soins post-opératoires. Il est à noter que cette innovation qui est apparue sur le champ de bataille autour de 1916 avait été refusée par le service de santé en place au début du conflit, qui avait mis en place un plan de ramassage des blessés et de rapatriement des blessés vers la capitale par des trains sanitaires, pensant qu'il n'était pas possible ou qu'il n'était pas optimal d'opérer des blessés en dehors d'une structure hospitalière. Et ce sont donc des fonds privés et une injonction parlementaire qui ont imposé ce projet de Marcy-les-Gossets dans les armées. Actuellement, on a 2 modèles de soutien médico-chirurgical des conflits armés. On a un modèle américain avec une logistique très lourde qui consiste finalement, en cas de conflit, à occuper un pôle logistique central en y construisant très rapidement, finalement, même si c'est sous tente, un hôpital d'infrastructure de type Trauma Center de niveau 1, multidisciplinaire, sans aucune contrainte logistique, et de faire rayonner une compagnie d'hélicoptères dédiée aux évacuations sanitaires sur tout le théâtre d'opération pour ramener les blessés dans l'heure qui suit la blessure sur le Trauma Center. C'est évidemment le meilleur modèle qu'on puisse mettre en œuvre. Néanmoins, il ne répond pas à tous les types d'opérations militaires. L'autre modèle est le modèle que je vais qualifier de modèle français, puisque c'est celui que nous avons retenu.
D'abord, toutes les nations n'ont pas des moyens logistiques pour déployer le système américain. Et par ailleurs, quand vous avez un théâtre d'opération comme Barkhane, dont les distances d'élongation sont très longues, l'ensemble qui suit la blessure. Et pour ça, on a mis au point des structures que l'on peut déplacer au plus près des blessés. Et donc, à l'inverse des Américains, on va approcher le plateau technique au plus près du blessé pour réaliser des gestes d'urgence. Puis, une fois le patient stabilisé, l'évacuer très rapidement vers un hôpital d'infrastructure en France. Si les deux concepts ne sont pas tout à fait symétriques, ils reposent sur les mêmes principes thérapeutiques. Et on a dégagé, lors des conflits d'Irak et d'Afghanistan, une vingtaine de gestes de damage control qui sont utiles pour un chirurgien militaire déployé en mission extérieure. Donc, on a pu lister l'ensemble des compétences nécessaires pour faire du damage control en chirurgie de guerre. Là-dessus, on a pu mettre en place une formation initiale des chirurgiens militaires. Cette formation, nous la devons à deux personnes, je crois, qui sont dans la salle aujourd'hui, de Général Ponce et de Général Rigal. Et donc, à la fin, avant 2010, ils ont construit un curriculum qui, pour toutes les spécialités chirurgicales militaires amenées à être projetées en opération, qu'il s'agisse des orthopédistes, qu'il s'agisse des chirurgiens du tronc, donnait une base permettant de faire les 20 gestes de damage control dont je vous ai parlé. Et ce curriculum reposait à la fois sur la réalisation de nombreux semestres hors filière dans une maquette d'internat, au moins 3 semestres hors filière, un stage en fin d'internat en OPEX avec un senior, et puis des modules de formation thématiques, 5 modules de 3 jours, dont la moitié de l'enseignement est représenté par des enseignements sur simulateur. Puis, plus tard, en fin de cursus, 2 modules additionnels, l'un centré sur la chirurgie vasculaire pour les chirurgiens non vasculaires et l'autre de rappel de tous les gestes de damage control surgery grâce au développement du modèle de cadavre perfusé développé par l'Université de Poitiers, plus récemment de SimLife. Et voilà ce qui rythme depuis maintenant plus de 10 ans la formation initiale des chirurgiens militaires qui sont projetés et qui donne finalement un produit fini au moment de la projection en fin d'études assez satisfaisant. Néanmoins, la formation initiale, elle n'est pas suffisante parce que la traumatologie hémorragique, c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué très souvent et qu'il y a un risque de déqualification. Ce risque de déqualification, il est partagé par le monde civil comme par le monde militaire. Dans le monde civil, il a été mis en évidence dans les suites des attentats et vous avez dans les modérateurs aujourd'hui Paul Balandreau qui avait été l'auteur du rapport de l'AFC qui attestait qu'un grand nombre de chirurgiens dans l'ensemble des hôpitaux de France ne se sentaient pas capables de faire du damage control surgery dans de bonnes conditions par défaut d'entretien de cette compétence. À partir de là, a été mis en place, et vous avez également Catherine Arvieux qui est là pour en attester, une formation dédiée pour la formation initiale puis pour la formation continue, qui est la FST de chirurgie en situation de guerre et de catastrophe. Pour les chirurgiens militaires, nous avons le même problème du risque de déqualification parce que nous intervenons maintenant dans des conflits asymétriques. Nous sommes très supérieurs à l'ennemi et donc le taux de blessure, le nombre de blessés est finalement assez peu élevé. Pour vous donner un exemple, sur les 5 dernières années au Mali, le nombre de blessés gravement hémorragiques pris en charge chaque année, il est de l'ordre d'une dizaine, sur beaucoup plus de blessés que ça au total, mais ceux qui sont vraiment, dont la vie est immédiatement menacée, ils sont assez peu nombreux. Et donc, au-delà de la formation initiale, il convenait de réfléchir également à la formation continue. Donc, le travail initié par nos maîtres, les professeurs Ponce et Rigal, a été poursuivi
et le cours avancé de chirurgie en mission extérieure a été également développé sous la forme d'une formation continue pour des chirurgiens qui sont affectés en antenne chirurgicale, sous la forme d'une semaine, d'une injection de rappel annuelle qui consiste à apprivoiser la dotation chirurgicale dont ils disposent en opération extérieure et à faire de la simulation individuelle essentiellement sur modèle animal et de la simulation en équipe, notamment sur l'accueil de blessés graves et hémorragiques. Et puis, la chaire a émis des recommandations sur ce qu'on appelle aussi l'entretien des compétences par son exercice en hôpital d'infrastructure, en recommandant la pratique régulière de garde sur place en trauma center de niveau 1 ou 2 et de privilégier dans ces activités programmées ce qu'on appelle des activités transposables à la traumatologie dans toutes les spécialités et qu'on peut résumer par toutes les procédures complexes comme l'oncologie pour la chirurgie digestive ou la chirurgie thoracique ou comme les chirurgies de remplacement articulaire pour l'orthopédie et l'ensemble des procédures complexes de façon à garder une compétence la plus performante possible pour ces blessés hémorragiques. Là-dessus, s'est rajouté à partir de 2017 la réforme du 3e cycle qui filiarise très précocement les internes. Et par exemple, dans le modèle que je vous ai montré de 3 semestres hors filière pour la formation initiale, eh bien maintenant, on est limité à 1 semestre hors filière. Et cette réforme nous a amené à engager une réflexion sur la composition des équipes projetées. Là où avant, on ne partait le plus souvent qu'avec un chirurgien orthopédiste et un chirurgien, on va dire, du tronc, qui pouvait être viscéral, urologue ou thoracique et vasculaire, et bien maintenant, de plus en plus, sur certains théâtres, on part avec un 3e chirurgien du groupe tête et cou, donc qui peut être neurochirurgien, chirurgien maxillofacial ou ORL. La structure dans laquelle on travaille en opération extérieure a elle aussi été revisitée. Depuis l'année dernière, cette nouvelle antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage est déployée sur le théâtre sahélien. Et vous voyez qu'en fait, il s'agit d'une structure mobile sous tente qui permet d'accueillir dans 3 modules le déchocage de blessés, le bloc opératoire et de damage control chirurgical de 2 blessés et la réanimation post-opératoire de 4 blessés. Cette antenne, dans sa version basique, n'a qu'un seul moyen diagnostic d'imagerie, et c'est de l'échographie. Donc, dans cette antenne, dans sa projection initiale, il n'y a pas de module de radiologie, il n'y a pas de module de scanner. Ces modules viennent enrichir le dispositif dès lors qu'ils se sédentarisent. Et actuellement, nous avons effectivement 2 scanners déployés en OPEX à Barkhane, l'un au Tchad et l'autre au Mali. Et des amplis de brillance également dans les blocs qui se sédentarisent. Alors, si l'on regarde un petit peu dans la littérature ce qui se passe sur la traumatologie hémorragique dans les tendances du moment. La première chose, c'est que la golden hour, dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, devient presque une notion dépassée. Parce que l'hémorragie, elle commence dès le début du traumatisme, que des blessés, ils arrivent de plus en plus vite à une structure chirurgicale et que finalement, c'est par segment de temps de 10 minutes que la mortalité augmente de quasiment 5%. Et donc, à chaque fois qu'on gagne 10 minutes, on gagne très significativement de la mortalité en traumatologie hémorragique. On en a parlé à plusieurs reprises également. Plutôt que des abords chirurgicales, quand ça saigne dans un gros vaisseau, eh ben oui, le plus rapide, c'est probablement de passer par les vaisseaux pour aller l'obturer. Et les procédures endovasculaires, parmi lesquelles la plus emblématique, le REBOA, se sont beaucoup diffusées. Vous voyez qu'on a déjà 66 articles qui sont publiés dans la littérature rien que depuis le début de l'année 2021. Il y en avait plus de 300 l'année dernière sur le REBOA. On pourrait presque dire qu'il y a plus d'articles qui sont publiés que de REBOA qui sont réellement posés. Mais en tout cas, c'est une réelle tendance émergente avec, comme l'a rapporté l'équipe de Grenoble, un gain de survie évident. Et comme l'a souligné Katrina Arvieux tout à l'heure, une pratique qui est pluridisciplinaire, puisque mettre un cathéter dans une artère puis gonfler un ballon dans l'aorte peut relever actuellement en France de plusieurs spécialités.
Une pratique dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qu'il faut qu'on aborde dans le cadre de la traumatologie hémorragique, c'est qu'il se passe énormément de choses dans le domaine de la transfusion. Alors, je dis il se passe énormément de choses, mais c'est comme souvent en médecine, c'est beaucoup des réinventions. Mais en tout cas, la transfusion est commencée de plus en plus précocement, et y compris hors des murs de l'hôpital, en traumatologie hémorragique, et ça augmente la survie des blessés dans la phase préhospitalière. Le service de santé est plutôt en pointe dans ce domaine, d'abord avec l'utilisation du plasma lyophilisé, qui évite les 30 minutes de décongélation du plasma congelé qu'on a à l'hôpital et qui est donc utilisable en préhospitalier et très rapidement en salle de déchocage sans perdre de temps. Et maintenant, avec l'utilisation du sang total de banque, qui permet d'avoir un sang complet avec notamment des plaquettes à disposition dès le début de la prise en charge hémorragique. Donc, le PLIO, le sang total de banque sont d'ailleurs des moyens qui sont déployés en opération extérieure, et ces moyens font également l'objet d'études dans le domaine préhospitalier en pratique civile. Et puis, on l'a abordé tout à l'heure, c'est très bien de fixer un bassin, c'est très bien de mettre un réboa, c'est très bien de faire un packing pelvien, mais le problème, c'est à chaque fois, vous avez vu, on fait des organigrammes avec des flèches dans tous les sens. Est-ce qu'on va au bloc? Est-ce qu'on reste au déchocage? Est-ce qu'on va en salle de radiologie interventionnelle? Moi, je travaille à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, qui est un hôpital de construction récente, donc un trauma center de niveau 1 pour le Var, qui a été construit il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tout le monde était très content. On présentait partout que c'était un hôpital très moderne parce que le déchocage, le bloc opératoire et la salle de radiologie interventionnelle avaient été mises au même étage, et on présentait ça comme une super innovation. En fait, on s'aperçoit qu'on a toujours des délais de transfert d'une salle à l'autre qui peuvent aller de 30 à 40 minutes, même si on est au même étage. Donc, on a peut-être gagné un peu de temps et pas assez. Et maintenant, il y a cette expérience qui a été publiée en premier par les Japonais, qui est la salle de traumato hybride, où finalement le malade arrive à un endroit où il a son diagnostic par imagerie en coupe avec le scanner. Il a sa prise en charge de déchocage tout à fait classique, le début de sa transfusion massive. Et s'il doit avoir une procédure de radiologie interventionnelle ou une procédure de damage control chirurgical, ça se fait dans le même espace. Donc, reste à discuter de la coordination de tout ça, mais ça paraît quand même une pratique qui est intéressante et qui intuitivement fait évidemment gagner du temps dans ces situations. Et le modèle du bassin hémorragique est un très bon modèle pour l'expérimenter. Alors, de notre côté, il y a d'une part des innovations médicales, mais les armées, qu'est-ce qu'elles veulent? Alors, les armées, vous savez qu'on a changé, ou vous ne savez pas, mais en tout cas, on a changé très récemment de chef d'état-major des armées. On a maintenant le général Burkhardt, qui devient chef d'état-major des armées. Et lui, son credo, c'est ce qu'on appelle le conflit haute intensité. Alors, je vous rassure, les armées, quand ils parlent de haute intensité, ils n'imaginent pas un troisième conflit mondial. Ils n'imaginent pas un conflit nucléaire. Ils imaginent des incidents de frontières entre des puissances qui, à un moment, peuvent avoir des moyens militaires à peu près équilibrés. Et c'est ça la haute intensité. Et c'est vrai pour l'armée de terre, c'est vrai aussi pour la marine, sur des accrochages, et on a très souvent dans la presse retour de tensions entre la marine turque et les marines occidentales, par exemple, avec les Russes, enfin des choses très concrètes qui peuvent déboucher par une action de feu qui sera courte, mais qui pendant un temps durable va donner un nombre de blessés significatif. Et un exemple récent, c'était l'année dernière le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, qui a duré exactement 6 semaines, avec des moyens militaires à peu près équilibrés de part et d'autre. Et finalement, si on regarde du côté arménien, ça a généré un flux de 150 blessés jour, tous les jours, pendant 6 semaines. Donc voilà ce que les armées appellent, d'ailleurs ils utilisent, c'est assez amusant, eux aussi utilisent le terme hybride, c'est-à-dire des conflits qui ne sont plus des conflits asymétriques, qui ne sont pas des conflits mondiaux, mais un conflit intermédiaire.
La conséquence pour s'adapter à ça, c'est que d'abord, il y a un gros problème pour nous, pour les services de santé, c'est que dans ce type de conflit un peu symétrique, on perd la permanence de la sécurité de l'espace aérien dès lors que l'ennemi a lui aussi des avions et des hélicoptères. Et ça, c'est très embêtant pour les évacuations sanitaires. Ça veut dire que les évacuations sanitaires qui, pour l'instant, nous sont ouvertes à toute heure du jour et de la nuit, eh bien là, elles ne peuvent intervenir que dans des couloirs de temps donnés, sécurisés. Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir stocker et délivrer un niveau de soins élevé à des blessés, finalement, là où ils sont. Les actions de feu sont courtes et intenses, donc ça génère des petits nids de blessés régulièrement, et toujours plusieurs blessés à la fois, pas forcément beaucoup, mais en tout cas plus d'un. Eux, ils ont adapté leur technique de combat en disant, puisque c'est comme ça, on fera des forces qui seront hyper mobiles, qui vont se regrouper très peu de temps à un endroit donné et qui vont beaucoup bouger. Et tout ça va évoluer dans une bulle cybernétique de transmission où on fera évoluer par une bande passante des transmissions dont on a besoin d'une unité à l'autre. Et là aussi, c'est un peu en marge de ce que je développe aujourd'hui, mais le service de santé a besoin de réfléchir et de négocier dans cet espace de transmission à de la bande passante pour ses propres moyens, informations sur des blessés, informations sur les évacuations sanitaires, informations sur des flux logistiques pharmaceutiques, avis de téléexpertise si nécessaire, etc. Voilà un peu les contraintes militaires. Alors, vous vous rappelez de la première diapo de Rouvillois et de Gosset sur l'autochir, et pour encore une fois faire un grand retour innovant dans le passé, qu'est-ce qu'on prévoit ? Eh ben, on prévoit de faire comme les militaires, c'est-à-dire qu'eux vont mettre tout leur arsenal sur roue pour pouvoir être très mobiles. Et nous, plutôt que de perdre le temps de construction de la structure en déployant des tentes, etc., ben, on prévoit de s'adapter en mettant des blocs opératoires, des salles de déchocage, des scanners sur roue. Et ces véhicules viendront se plugger à un endroit donné pour pouvoir délivrer pendant un temps des soins de haut niveau, des soins sur des blessés hémorragiques. Et puis, comme on n'a pas la certitude de l'évacuation par voie aérienne, en tout cas, dès qu'on a un vecteur, qu'il soit routier ou aérien, de transfert d'un blessé, plutôt que de le concevoir comme actuellement comme un transfert secondaire avec une stabilisation du blessé, ce sera encore un temps de soins actifs, qu'il s'agisse de réanimation ou de chirurgie, et on prévoit et on développe déjà des outils capacitaires, par exemple de chirurgie et de réanimation dans des aéronefs. Alors, est-ce que tout ça doit nous conduire à revoir la formation chirurgicale à l'aune des 10 prochaines années pour les chirurgiens qui sont projetés? Eh bien, oui, probablement, parce qu'on en a discuté tout l'après-midi. On va revenir au bassin hémorragique. Le fait de stabiliser l'os, d'arrêter de faire saigner par le packing et par l'embolisation, eh bien, on n'aura pas les moyens, en tout cas pour l'armée française, de déployer des radiologues interventionnels pour emboliser des hypogastriques sur les théâtres d'opération. Donc, considérant qu'on ne peut pas faire bouger le radiologue, la question est de transférer la compétence vers le chirurgien. Parce que finalement, entre faire un nœud sur une artère ou mettre un morceau de cuiraspon dedans, sur le plan conceptuel, quelle est la réelle différence? On veut bien faire un geste d'hémostase, on veut simplement arrêter le flux. Dans un cas, on a une voie d'abord qui est endovasculaire percutanée. Dans l'autre cas, on a une voie d'abord qui est directe chirurgicale. Dans un cas, c'est une injection à l'intérieur du vaisseau, dans d'autres, c'est un nœud. Et les conséquences à gérer dans les deux cas sont les mêmes, c'est une ischémie d'aval. Or, comme pour la chirurgie mini-invasive, on n'a jamais défini nos spécialités chirurgicales par la voie d'abord qu'on utilise, mais bien par la compétence qu'on utilise sur l'organe. Donc, ça ne me paraît pas un frein absolu. Donc, ce que planifie la chaire de chirurgie actuellement, c'est de faire un travail d'abord de définition des besoins et de définir quelles procédures endovasculaires sont à la fois utiles et transposables en chirurgie de guerre. On parlait d'embolisation hypogastrique pour les traumatismes du bassin, pourquoi pas splénique dans certains traumatismes de l'abdomen,
L'endoclampage, on vous a dit qu'on avait déjà diffusé sur nos théâtres d'opération avec le Reboa, mais on peut le décliner également pour des artères plus petites. Certaines lésions vasculaires hémorragiques compliquées en chirurgie vasculaire ouverte, comme notamment la racine du cou, la racine du bras avec les plaies d'artère sous-clavière, pourraient faire l'objet, et ont déjà fait l'objet dans la littérature américaine notamment, de mise en place de stents couverts plutôt que d'abord chirurgicaux. Donc, premier travail, un travail de prospection pour bien définir le geste utile à transférer en opération extérieure. Deuxième travail, on a déjà un groupe de chirurgiens qui a la compétence endovasculaire, en tout cas la compétence de la ponction et de la navigation endovasculaire et d'un certain nombre de gestes endovasculaires. Dans les armées, on a très peu de chirurgiens vasculaires en propre, mais on a un groupe consistant de chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires. Et donc, ce sont eux qui vont être chargés de mettre en place un programme de formation essentiellement par simulation, pour les autres, pour tous les autres chirurgiens qui sont projetés au titre de chirurgien du tronc. Donc, ça concerne les thoraciques, les vasculaires, les viscéraux et les urologues. En même temps, un des chirurgiens qui est dans la salle aujourd'hui a évoqué les développements technologiques en cours. Bien sûr, ces matériels d'imagerie vont se miniaturiser. Bien sûr, ils vont être moins consommateurs en énergie et plus robustes. C'est valable pour l'imagerie en coupe, c'est valable pour les amplificateurs de brillance. Et donc, on va chercher du matériel robuste, économe en énergie électrique et qu'on puisse transférer dans des antennes chirurgicales, bien sûr, avec un certain niveau de sédentarisation. Il ne s'agit pas de mettre ça dans des antennes chirurgicales sous tente qui sont très mobiles. Mais par exemple, on pourrait le mettre en place actuellement sur notre plot de puce centrale à Gao ou au Tchad. Et puis, avec l'objectif de développer ce programme de formation et de mettre en place une formation continue, et donc de pouvoir offrir ces compétences aux armées dans le cadre du soutien chirurgical des blessés. Alors, on a déjà commencé à travailler puisqu'on avait déjà mis en place un programme pour le Reboa et qu'il existe un simulateur qui est développé par la société allemande Vascular Interventional, un simulateur qui est assez bien fait et qui permet de naviguer dans une aorte terminale et dans la bifurcation iliaque et d'aller faire non seulement d'endoclampage aortique, mais également, c'est un simulateur qui permet de faire de l'embolisation de manière assez simple. Donc, ce simulateur, on l'a déjà utilisé dans le cadre du module vasculaire du CACHIRMEX et c'est celui qu'on continuera à utiliser pour développer cette compétence d'embolisation pour les chirurgiens. Cette réflexion que nous menons au niveau militaire, quand je regarde la distribution des centres capables d'emboliser 24 heures sur 24 en France, je ne peux pas m'empêcher de dire que si j'ai moi-même un accident de 2 roues ou de voiture, eh ben, j'ai presque envie de choisir où ça va arriver parce que je sais qu'il y a des endroits où je ne serai pas embolisé. Et donc, à l'avenir, il me semble que la réflexion de ce transfert de compétences, on parle bien de naviguer et de faire une embolisation proximale dans des artères plutôt saines, puisque c'est plutôt sur une population jeune, eh ben, elle pourrait faire l'objet d'une réflexion plus large, y compris en pratique civile. Voilà donc le travail que je voulais vous présenter. Il n'est pas exhaustif, il nous permettra à nous, d'un chaire de chirurgie appliqué aux armées, de confronter notre conception à votre appréciation et de pouvoir discuter de cette évolution du champ des compétences chirurgicales. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe Avaro. Ça a été passionnant, très complet. Il est quand même 17h30. Je pense que ça pourrait susciter beaucoup de questions, beaucoup d'interventions. Mais nous allons en rester là et je vais demander à Paul Balandreau de nous faire la conclusion de cette très belle séance qu'il a très bien organisée avec Catherine Arnaud. Merci, Monsieur le Président. Bon, cette séance qui était intéressante, qui nous a permis de faire l'état des lieux sur la prise en charge sur des traumatismes pelvipérinéaux, sur des différents aspects,
un petit peu novateurs parfois et qui effectivement vont susciter pas mal de discussions à l'avenir, dans un avenir très proche. Donc on reviendra vers toi, Jean-Philippe Avaro, pour rediscuter de tout ce que tu viens d'évoquer et qui nous passionne déjà par avance. Catherine, peut-être que tu veux dire quelques mots? J'espère que la séance a bien profité à tout le monde. On a vraiment essayé de couvrir un champ qui est extrêmement large. Je crois qu'on a quand même réussi, enfin en tout cas entre nous, et c'est quand même un bel exemple de coopération entre civils et militaires, avec vraiment des interactions qui ont été enrichissantes de chaque côté et qui nous ont permis, on a parlé de modèles à la française, mais je pense que là, on arrive peu à peu à dégager quelque chose, que ce soit pour donc cet FST qu'on a mis en place et qui est donc accessible aux internes nouveau régime, qui se décline aussi sous forme d'une formation continue qui s'appelle SMAF, le Cachirmex. Tout ça, c'est beaucoup de choses qui interagissent et on s'aperçoit que petit à petit, on arrive à avoir les idées plus claires et à proposer un véritable modèle. Donc, j'espère qu'on va arriver à convaincre un peu tout le monde du bien fondé de la démarche. En tout cas, merci à tous ceux qui ont assisté à la séance. Bon, pour donner un aperçu de l'impact de cette séance sur l'ensemble des collègues, quand nous sommes en réunion présentielle unique, comme nous l'étions avant l'épidémie, nous étions au maximum une cinquantaine. Et bien là, aujourd'hui, compte tenu de ceux qui sont là et de ceux qui ont été à l'écoute, nous étions également une cinquantaine. Donc, vous voyez que ça, c'est une très bonne audience. Je vous remercie tous de cette très, très belle séance. Nous avons appris beaucoup de choses et nous constatons que la formation chirurgicale dans le service de santé des armées est toujours aussi d'excellente qualité. Merci à tous.